Donc moi je suis Clémence Palazzo, je suis rhumatologue et médecin de médecine physique et réadaptation, très orientée sur le rachis. Donc je vous remercie de m'avoir invité pour venir parler des pathologies du rachis du jeune skieur. Donc je connais moins le skieur de compétition, mais je connais bien le rachis. Donc on pourra partager nos expériences après. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera probablement... Ouais, comme ça, c'est mieux ? Vous m'entendez mieux ? Ouais. Oui, c'est mieux, effectivement. Alors, donc, je ne vais pas vous parler ni de la lyse sismique, que vous étonniez pas, ni de la traumatologie. Ça, ce sera fait par le docteur Benima tout à l'heure. Moi, je vais vous parler plus des pathologies médicales dans le ski alpin et dans le ski de fond. Alors, dans le ski alpin, vous savez qu'il y a des mouvements donc, combinés donc à chaque virage avec de grandes forces de flexion antérieure, d'inclinaison latérale et de torsion qui sont répétées avec des fortes cinétiques. Donc il y a d'importantes forces de compression axiale qui vont en découler et qui vont augmenter notamment lors des réceptions des sauts. On va voir que ça va être le principal facteur biomécanique qui va être à l'origine des pathologies qu'on va voir chez le skieur alpin. Alors il y a d'autres hypothèses comme quoi les vibrations répétées, notamment à basse fréquence, qu'on retrouve surtout quand il y a beaucoup de dérapage, serait source de lésions rachidiennes, notamment discales. Il y a quelques études qui vont dans ce sens-là, mais le lien entre la physiopathologie et les lésions qu'on observe n'est pas complètement démontré. Donc pour la discussion, je vais m'appuyer sur la seule étude française que j'ai retrouvée qui est issue d'une thèse de médecine qui a été faite chez des skieurs, notamment d'Albertville, où il y avait donc 97 jeunes. Vous voyez que la tranche d'âge est assez large, donc ça va de 10 à 19 ans. Donc il y avait des collégiens, des lycéens, donc avec des stades pubertaires un petit peu différents, ce qui explique probablement les résultats qu'on va observer après par la suite. Donc vous voyez qu'il y avait quand même 46% de sujets qui étaient lombalgiques, ce qui est énorme. Alors la lombalgie, là, c'était défini comme le fait d'avoir eu au moins une douleur à un moment donné. Donc il y a quand même un biais dans ce qu'on appelle de recording, c'est-à-dire que s'il a eu mal une fois, peut-être un jour, à 10 ans, il va peut-être déclarer qu'il a eu mal au dos à un moment dans sa vie. Donc c'est peut-être un peu surestimé, mais néanmoins, on est quand même sur des prévalences qui sont plus importantes qu'en population générale de même âge. Et vous voyez que en premier lieu viennent les lombalgies, donc c'est surtout sur les lombalgies qu'on va se focaliser là. Les types de lésions qu'ils retrouvaient, donc ils avaient systématiquement un EOS. Je pense que vous connaissez tous maintenant l'EOS, des radios, enfin des sortes de radios de rachis entier qui sont très peu irradiantes et qu'on utilise beaucoup chez les enfants, qui ont l'avantage de montrer les lésions spécifiques et aussi l'équilibre de la colonne vertébrale. Et donc quand il y avait des doutes sur des lésions, on complétait si possible par une IRM. Donc, ce qu'on avait comme lésion, dans 5% des cas, on retrouvait une lyse sismique qui n'était pas forcément donc symptomatique. La dystrophie rachidienne de croissance était de 27%, donc la maladie de Scheuermann était en fréquence très importante. En EOS, donc vous voyez 27% en EOS, mais quand on complétait par une IRM, on en avait un petit peu moins, 16%, ce qui est d'ailleurs un peu étonnant parce qu'en général, en IRM, on a plutôt plus de lésions. Alors pourquoi ? C'est parce que chez les rachis, vous savez, en croissance, quand le cartilage de croissance n'est pas fusionné, parfois ça peut ressembler à des lésions de Scheuermann. Donc il y a eu quand même peut-être une interprétation un peu excessive de Scheuermann chez les jeunes. Discopathie, on le retrouvait dans 65% des cas, et des discopathies inflammatoires et hernie-discale, il y avait quelques cas qui étaient décrits surtout en L5S1. Alors, est-ce qu'il y avait une corrélation entre les douleurs déclarées par ces jeunes sportifs et les lésions qu'on observait? Eh ben non, en fait, on ne retrouvait pas forcément de corrélation, sauf pour la dystrophie rachidienne de croissance lombaire et thoracolombaire. Donc thoracolombaire, c'est la jonction thoracolombaire et le rachis lombaire, donc on est en dessous de T11. Alors, ressortez pas la discopathie inflammatoire, le modica et la lyse sismique comme des facteurs associés à des douleurs. On avait quelques cas, il y avait moins de 10 cas pour la lyse sismique et la discopathie inflammatoire. Donc du coup, peut-être que statistiquement, ça ressortait pas, mais je pense qu'il faut quand même s'interroger sur l'association aux douleurs. Là, je vous ai mis quelques images de Scheuermann. Donc en EOS, vous voyez, donc il faut parfois zoomer pour voir les lésions. On va revenir sur les lésions qu'on peut observer. Et là, vous les voyez beaucoup plus nettement au scanner.
Donc la dystrophie rachidienne de croissance ou maladie de Scheuermann, c'est initialement, vous savez, une définition qui est radiologique. Donc c'était une cunéiformisation de plus de 5 degrés sur au moins 3 vertèbres adjacentes, c'est ce qui est décrit par Sorensen. Donc classiquement, c'est des patients, donc surtout des garçons, avec des grosses syphoses, comme vous pouvez le voir là, très raides, douloureuses, et qu'on retrouvait, donc, qui se manifestaient en radio par des cunéiformisations. Après, on a étendu un petit peu la définition radiographique et on a retrouvé d'autres lésions. Donc les hernies intraspongieuses, les hernies de Schmorl, les hernies rétromarginales, les cuniformisations des vertèbres. Ça, c'était déjà décrit auparavant. L'aspect feuilleté des plateaux vertébraux, c'est ça qui peut être un peu confusiogène chez des très jeunes qui n'ont pas, qui sont pas RICER5, qui sont encore au début de leur puberté. Ça peut ressembler à des lésions de Scheuermann alors que ça n'en est pas. Et les pincements discaux. Donc la physiopathologie, globalement, on sait que c'est une anomalie de croissance du plateau vertébral. C'est une fragilité de ce plateau vertébral, donc qui donne des problèmes d'ossification encondrale. Donc ça se recouvre pas bien d'os pour des raisons avant tout génétiques. Donc c'est des problèmes de... Alors il n'y a pas un gène identifié. On voit souvent des Scheuermann familiaux, c'est-à-dire que vous retrouvez à chaque génération des patients qui ont des syphoses probablement que c'est des mutations du collagène ou des balances, un déséquilibre entre le collagène et les protéoglycanes. Donc, il y a un terrain génétique qui est clair. Après, il y a un rôle des contraintes qui est important. Donc, c'était initialement, vous savez, décrit chez les ouvriers agricoles. Maintenant, on le voit chez les sportifs et notamment chez les skieurs alpins. C'est un sport qui est quand même favorisant pour la survenue du Scheuermann. Donc, il faut savoir que du coup, ce plateau vertébral, il est, ce que je dis aux patients souvent, c'est que c'est un petit peu friable, c'est-à-dire que ça n'a pas la dureté, la résistance que ça devrait avoir. Du coup, le disque va être plus résistant finalement que ce plateau vertébral, ce qui explique les invaginations que vous allez avoir, les hernies intraspongieuses. Et le problème, c'est que ce disque, vous savez que le disque n'est pas vascularisé, donc il se nourrit par imbibition par cette plaque. Donc si cette plaque n'est pas de bonne qualité, le disque va finalement mal se nourrir, pour faire simple, et du coup va pas avoir ses capacités d'élasticité qu'elle pourrait avoir et va donner des discopathies plus fréquemment. Donc là, c'est assez intéressant, c'était des jumelles homozygotes, homozygotes, qui avaient toutes les deux des lésions de Scheuermann. Donc, vous avez celle de gauche, qui faisait de la gymnastique de façon assez intensive et celle de droite qui faisait beaucoup moins de sport. Et vous voyez bien le terrain, le mixte entre la génétique en fait et les contraintes. Donc, vous voyez qu'il y a des lésions de Scheuermann dans les deux cas, mais celle de droite a des lésions beaucoup moins importantes que celle de gauche. Et en diminuant ces contraintes sur ce rachis en croissance, il faut savoir que ces lésions peuvent cicatriser. Donc c'est important de les voir et de les prendre en charge comme il faut. Alors un autre facteur favorisant, c'est l'aspect du dos, le profil. Je ne sais pas si vous êtes sensible à l'équilibre sagittal, si vous êtes au fait dessus. Bon, globalement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs types de profils qui ont été décrits par Rousouli en fonction de l'incidence pelvienne. L'incidence pelvienne, c'est en gros la largeur du bassin, donc c'est un paramètre qui ne change pas avec l'âge et qui va déterminer les courbures que vous allez avoir. Donc le type 1 et le type 2, vous voyez que c'est des dos qui sont beaucoup plus plats, donc l'incidence pelvienne, le bassin est moins large, et vous allez avoir des courbures de syphose et de lordose plus plates qu'on va avoir dans le type 3 et dans le type 4. Le type 3 est considéré comme l'équilibre normal le plus équilibré, on va dire. Le type 4, vous voyez, on a des grandes syphoses et des grandes lordoses. C'est ce profil de type 4 qui va être associé au lysismique. Et nous, pour le Scheuermann, on est plutôt sur des dos plats avec un type 1 ou un type 2. Donc des incidences pelviennes faibles. Faibles, c'est en dessous de 52 degrés, qui est la norme dans les populations caucasiennes. Et qui va avoir donc des courbures fermes. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Moins on a de courbure, moins on a de capacité d'amortissement, on va dire, des mouvements et les chocs. Du coup, on va avoir plus de contraintes qui vont s'exercer, donc probablement que les lésions de dystrophie rachidienne de croissance seront plus fréquentes et plus marquées. Ça a été décrit par certains auteurs, notamment Tiragovski. Il y a quelques auteurs qui commencent à en parler, et c'est vrai que c'est ce qu'on a tendance à observer en pratique clinique.
Alors, il y a différents types de Scheuermann. Je vous disais, il y a celui-là, qui est la forme classique, l'hypercyphose, très raide, avec le cou projeté en avant. Ça, c'est un terrain génétique important, en fait. Donc, même sans qu'il y ait forcément de contraintes mécaniques excessives, on va avoir ces profils, enfin, cet aspect classique, je dirais, du Scheuermann que vous allez avoir dans des familles. Après, chez les sportifs, ce que vous allez peut-être plus avoir rencontrer, c'est cette forme-là, c'est la forme thoracolombaire et lombaire, probablement parce que les contraintes, elles s'exercent en fait plus sur l'étage lombaire qui est l'étage mobile, et donc vous allez avoir peut-être plus de lésions à ce niveau-là. Et on va voir que c'est important, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez les résultats de cette thèse qu'on retrouve dans la littérature, qui est que les formes thoracolombaires et lombaires sont plus douloureuses. Ça, c'est vrai chez les sportifs, mais c'est aussi vrai chez les non-sportifs et chez les adultes qui ont des douleurs lombaires et thoracolombaires. Vous pouvez retrouver ce type de lésions. Donc, il ne faut pas les méconnaître. Donc, dans le ski alpin, la prévalence de cette dystrophie vertébrale de croissance, elle est, on l'a vu, de 27%. Donc, c'est à peu près ce qui ressort dans les études en général chez les skieurs, alors qu'en population générale, sur des radiographies, donc pas IRM, on est à peu près un peu moins de 10%. Pareil, attention, parce que ces études, souvent, elles regardent uniquement l'étage thoracique. Ils prennent des radiographies de thorax qui avaient été faites pour d'autres raisons, des imageries qui n'ont pas forcément été faites pour rechercher des lésions de Scheuermann. Donc, on a probablement une sous-estimation dans ces chiffres, notamment des formes lombaires et thoracolombaires. Donc, en tout cas, ce qui a l'air de ressortir, c'est les sportifs, notamment les skieurs alpins, ont plus de lésions de dystrophie rachidienne de croissance, un peu plus de localisation lombaire et thoracolombaire, et que c'est ça qui semble être à l'origine de ces douleurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire chez ces patients ? Donc, tout dépend un petit peu du stade déjà pubertaire. Ils ont déjà terminé leur croissance, donc quand ils sont à Richter 5, ou 4 bien évolués, on va pas faire grand-chose. Okay, donc là, on va travailler, on va axer la rééducation s'il y a une plainte. La plainte peut être soit des douleurs, soit des troubles de la statique avec des kyphoses thoracolombaires ou des grandes kyphoses. Et on va pas avoir de restrictions dans le sport. Si on est par contre chez des jeunes skieurs qui sont en dessous Richter 4, donc qui sont encore en phase pubertaire ou avant même la puberté, là c'est pareil, tout dépend un petit peu de la plainte qu'il va y avoir. Si y a une déformation qui apparaît ou qui s'aggrave ou des douleurs, on va adapter les entraînements. Donc l'adaptation des entraînements, vous avez compris, il faut le moins de contraintes possible. Donc après, c'est pas toujours simple. En tout cas, de contraintes dans l'axe. Et des séances de rééducation pour essayer de lutter contre ces déformations. C'est les deux principes de base. Si on voit que malgré tout, ça continue à s'aggraver ou qu'il y a une déformation très importante de base, ou chez des jeunes qui ont déjà en plus un vrai terrain génétique avec des kyphoses familiales, on peut aller vers la mise en place d'un traitement orthopédique, voire l'arrêt temporaire du sport. S'il y a des très très grosses lésions et des très grosses douleurs, ça peut aider en fait à cicatriser et y passer un cap. Mais c'est toujours très très compliqué dans ces populations-là. Donc le corset, vous voyez que c'est un peu contraignant. Donc bien sûr, ils ne vont pas le mettre pendant leur pratique sportive. Idéalement, on le met le plus possible, bien sûr, mais en général, chez les sportifs, on leur dit de le mettre la nuit ou bien quand ils ne sont pas en entraînement, s'ils ont des très grosses lésions. Donc là, vous avez un corset thoracolombaire qui est pour les Scheuermann classiques avec les hypercyphoses et les hyperlordoses. Donc ce qu'on va essayer de faire en fait, c'est de réduire les déformations. Et là vous avez un corset qui est plus court, qui sert à relordoser ce qu'on met en fait en place dans les Scheuermann lombaires ou thoracolombaires. On n'a pas besoin d'aller monter forcément très haut, ce qui est quand même plus facile à accepter. Alors, si on passe aux autres lésions que l'on a vues, donc il y a plus de discopathie en IRM chez les skieurs alpins, mais finalement ça n'a pas l'air d'être associé aux rachialgies. Donc là, dans différentes études, vous voyez, qu'on a eu des IRM. Donc là, on retrouve d'ailleurs ces lésions de dystrophie vertébrale de croissance, vous voyez, à la jonction thoracolombaire, et il y a une discopathie en bas. Donc la discopathie,
on la retrouve plus souvent, donc encore une fois chez les skieurs, 56% versus 30% dans le groupe contrôle dans cette étude-là. Mais finalement, il n'y a pas forcément de plus de douleurs associées, donc je dirais qu'il faut la négliger. Il ne faut surtout pas alerter le skieur en disant attention, tu as une discopathie, tu vas te faire encore plus mal. On n'en parle même pas, et s'ils en parlent, on dit c'est pas grave, c'est comme chez tout le monde. Il ne faut pas forcément insister sur le côté pathogène de cette discopathie. Donc, pourquoi est-ce que les skieurs qui ont des discopathies communes n'ont pas mal au dos? Alors, comme chez les non-sportifs, en fait, il y a plein de facteurs qui expliquent pourquoi est-ce qu'une discopathie peut être symptomatique. Une des grandes hypothèses, c'est qu'il y a un déficit des extenseurs par rapport aux fléchisseurs. Chez les skieurs, il y a une étude qui mesurait les forces en isocinétisme et qui montrait que chez les skieurs, ils avaient des très bonnes forces musculaires, bien sûr, en force et en endurance, et que ce ratio extenseur-fléchisseur était respecté, c'est-à-dire qu'on recherche toujours à avoir des extenseurs 2 fois plus forts globalement que les fléchisseurs, et que quand on est comme ça, en général, on n'a pas de douleur. Donc une bonne préparation physique permet probablement de protéger ces lombalgies. Alors un petit mot juste sur la discopathie inflammatoire, parce que ça vous pouvez en voir, c'est au moment en fait où finalement des fois le patient vous dit qu'il y a un changement de la caractéristique de ses douleurs. C'est-à-dire qu'il avait des fois un peu mal au dos, et là ça devient plus fréquent, ça devient plus intense, ça le réveille la nuit, il a mal le matin, il est raide. Donc ça oriente vers le fait que peut-être qu'il y a une discopathie inflammatoire qui est apparue et qu'on va traiter un petit peu différemment. Un peu différemment parce que là la kiné et le renforcement finalement ça va pas changer grand-chose. En général, ils vous le disent, ça marche pas bien. Et donc, on va aller plus sur des traitements anti-inflammatoires, quel que soit leur type, qu'ils soient par voie Péros ou par infiltration s'il y a besoin, et peut-être un peu plus d'immobilisation si le patient est très douloureux. Un petit mot sur la pathologie isolée du listel vertébral marginal qui n'est pas forcément symptomatique. En gros, il y a plusieurs types. Donc, c'est toujours ces problèmes d'ossification. Hein. Donc, c'est quand le plateau vertébral est en train de s'ossifier. En fait, il peut y avoir des contraintes excessives dessus qui vont modifier son aspect. Donc, au-dessus de L1, on a plutôt des mécanismes de compression. Et donc, ces compressions, qu'est-ce qui se passe? Ça va ralentir l'ossification du listel. Et alors, je ne sais pas si on ne voit pas très bien. Donc, comme il n'y a pas d'ossification, vous voyez, ça fait des petits défects. Ça fait des petits trous en avant. C'est pas grave, en général, c'est pas symptomatique, mais il faut savoir qu'en imagerie, on peut les retrouver. En extension, donc ça, c'est ce qu'on va retrouver plutôt en dessous de T12. On va avoir plus de mécanismes en extension qui vont faire quoi? Qui vont tracter, en fait, ce listel et qui va créer, en fait, une accélération de son ossification et un défaut de soudure avec le reste. Donc ça, pareil, on le voit régulièrement sur des imageries sans que ce soit forcément pathologique. Et puis, il y a l'arrachement traumatique qui, là, va être peut-être un peu plus parlant. Donc en gros, c'est fréquent, c'est pas souvent symptomatique. Ce qu'on va pouvoir parfois retrouver, c'est des sciatiques, enfin des radiculalgies ou des sténoses canalaires, soit quand le petit bec là va venir en intracanalaire ou quand ça va s'associer à une protrusion discale. Mais c'est pas la majorité des cas. On va passer maintenant au ski de fond. Donc il y a beaucoup d'études sur le ski de fond chez les Nordiques, bien sûr, Suède, Norvège, Finlande, qui montrent qu'il y a plus de douleurs lombaires chez les skieurs de fond que chez les patients contrôle. Les contrôles pouvant être des sportifs, même des athlètes qui ne font pas de ski de fond, qui font d'autres types de sports, que ce soit basket ou foot ou autre, ou des non-sportifs. Donc c'est plus fréquent et ça, toutes les études convergent un petit peu dans ce sens-là, sauf une étude de cohorte qui avait inclus le plus de patients, mais bon, toutes les autres vont plutôt dans le sens que on retrouve plus de lombalgie chez ces patients-là. Là, la lombalgie semble être quand même liée au volume d'activité. Donc plus il y a d'activité, plus c'est répété et plus ils vont avoir mal. Et surtout s'il y a déjà eu des antécédents de douleurs dans le passé. Et c'est ce que je vous disais, donc plus de douleurs dans le ski de fond et l'aviron, c'est les deux sports qui sont les plus pourvoyeurs de lombalgie. Alors quand on regarde un peu sur la technique, donc c'est quasiment que du ski de fond classique. Là, il y avait moins d'études sur le skating isolé. Donc ce qu'on voit, c'est que le ski en diagonale et les entraînements
où il y a plus de diagonales, enfin le ski alternatif du coup, ça va donner plus, enfin c'est plus associé en tout cas à la survenue de lombalgie. Là encore, c'est surtout du déclaratif, c'est-à-dire est-ce que vous avez mal au dos et vous avez l'impression que c'est lié à quel type d'entraînement et à quel type de mouvement. Donc là, on est quand même, enfin dans cette étude en tout cas, c'était clairement plus quand on était en diagonale et venait en deuxième la double poussée. Donc si on regarde, donc là, hop, vous voyez le ski de fond donc classique en diagonale, et là c'est la double poussée. Donc vous voyez que le mouvement n'est pas exactement le même, et donc probablement que la physiopathologie liée à la douleur n'était pas exactement la même non plus. Donc déjà ce qu'il faut voir, c'est que chez ces skieurs de fond, quand on fait des imageries, finalement on ne retrouve pas plus de lésions que chez la population générale. Donc ces douleurs, elles sont plus musculaires et liées vraiment au mouvement et à la sollicitation excessive de ces muscles spinaux. Donc plusieurs hypothèses. Il y a probablement une hyperextension lombaire qui est induite par l'hyperextension de la hanche. Vous voyez, hop. Donc quand on est en hyperextension de hanche, on va être en hyperextension lombaire. Donc à chaque fois qu'il fait le mouvement de poussée là. Donc la contraction statique prolongée des spinaux est également, en fait, il est toujours en hyperflexion bien sûr. Donc il y a une contrainte. Donc les spinaux sont en course externe. Donc il y a plus de contraintes sur ces muscles et en permanence, finalement, ils ne sont jamais relâchés. On a une lordose ensuite qui va être induite par la rétraction des fléchisseurs de hanche. Donc plus on va vous savez que quand on est en rétroversion, on va avoir besoin, en fait, pour se mettre en rétroversion, d'étirer les fléchisseurs de hanche, que sont le psoas et le droit antérieur. Donc, si vous ne pouvez pas les étirer, vous n'allez pas pouvoir aller en rétroversion et donc soulager, je dirais, le rachis lombaire en se mettant en syphose. Donc, il y a probablement un lien, en tout cas, c'est ce que montrent les différentes études, entre une rétraction des fléchisseurs, la lordose et les douleurs lombaires qui en découlent. Et enfin, un défaut d'extension thoracique quand on fait de la double poussée. Ici, il n'y a pas d'extension thoracique. Vous voyez qu'il est parti, il est complètement en antéflexion, mais il n'y a pas d'hyperextension au-dessus en fait de la jonction thoracolombaire. Ça, c'est probablement aussi associé à la survenue de douleurs. Donc, si on prend en compte toutes ces hypothèses, comment est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer ces douleurs chez le skieur de fond ? En modifiant la position. Donc, moins de flexion avant, plus d'extension finalement de la partie supérieure du rachis qui semble être impliquer moins de douleurs chez ces sportifs chez lesquels on a forcé en fait à travailler différemment. Donc insister également en préparation physique sur le renforcement des extenseurs du rachis et l'étirement des fléchisseurs de hanches. Donc il y a quelque chose qui était assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont regardé si les skieurs faisaient d'autres types de sports en plus ou en pré-saison. Est-ce que ça changeait quelque chose sur la survenue de ces douleurs ? Et apparemment oui. Notamment il y a une étude sur la danse, plusieurs études sur la danse, qui dit qu'en plus de la prépa classique, avec du ski sur roulette notamment, le fait de faire 6 heures de danse par semaine pendant 3 mois, donc il ne détaillait pas le type de danse, il y avait de la danse du moderne jazz, du contemporain, du classique, peu importe, et c'était pas du tout contrôlé. En faisant ça, ils avaient moins de douleur. Donc probablement qu'en fait, en étirant plus et en faisant un peu plus de proprioception peut-être sur le bassin et un peu différente, on permettait de mieux adapter en fait la posture au moment du geste sportif et de diminuer les douleurs. Bon, en tout cas, tout ça reste des hypothèses, des pistes. Là, en faisant un peu la littérature, en décembre 25 est sorti un papier en disant qu'est-ce qu'il va falloir améliorer chez les skieurs, qu'est-ce qu'on doit rechercher en fait et c'est quoi les pistes de recherche qu'on doit faire. Et une des pistes qui ressort dans les premiers objectifs, c'est de mieux comprendre pourquoi ces skieurs avaient mal au dos et comment en fait les aider. Donc en conclusion, le ski alpin, probablement que les lésions, en tout cas les pathologies du rachis, viennent des importantes contraintes qui favorisent les lésions de dystrophie rachidine de croissance, en particulier thoracolombaire et lombaire. La prise en charge dépend des douleurs, de la déformation et du stade pubertaire. Encore une fois, fin de puberté, pas de symptômes particuliers, on ne va pas en faire grand-chose. Par contre, pleine puberté, douleurs et ou déformations importantes, on va les traiter.
Dans le ski de fond, c'est d'autres problématiques. Les douleurs, elles sont fréquentes, sans qu'il y ait vraiment de lésion en imagerie. Donc on est plus sur une hypersollicitation des extenseurs du rachis et une raideur des fléchisseurs de hanche qu'il faut vraiment travailler. Donc préparation physique adéquate et peut-être autre activité sportive un peu différente comme la danse qui a été proposée dans les pays scandinaves. Dans aucun cas, la discopathie commune est associée aux douleurs. Ça, il faut vraiment le retenir et dédramatiser ça. Et discopathie inflammatoire, donc les modiques 1, il faut y penser devant une clinique évocatrice avec l'apparition de douleurs inflammatoires. Ces lésions, donc, pour le coup, sont associées aux douleurs. On le sait, quand il y a une discopathie inflammatoire, on sait qu'il y a plus de douleurs lombaires. Et ça nécessite une prise en charge spécifique un peu plus médicamenteuse que pour le reste. Donc, je ne vous ai pas parlé, comme je vous disais, de la lysismique et de la traumato. Ça, Yacine, qui vient d'arriver, va pouvoir vous en parler après. Hop, je vous remercie.